Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19 h passé de 2 minutes. Je vous propose d'ouvrir de suite cette séance du Conseil municipal en souhaitant d'abord la bienvenue au public puisque c'est la première fois depuis quelques séances que nous avons la chance de pouvoir reprendre une séance ouverte au public. Voilà. Je vais commencer par faire l'appel des conseillers. Valérie Manissol. Présente. Daniel Gobato. Présent. Marilyn Laroux. Présente. Bernard Thor. Présent. Marie-Hélène Lagardère. Présente. Joël Vandenbroek. Présent. Cathy Vigneault-Schweitzer. Présente. André Gallois. Présent. Marie-Sophie Dubois-Massès. Emmanuel Lucas. Présent. Christiane Prévitali. Présente. Serge Bador. Présent. Christine Gachadouat-Mézigos. Présente. Philippe Luto. Il est là. Muriel Avide. Présente. Guylain de Flojac. Absent. Roberta de Angelis. Loïc Desangles. Présent. François-Xavier Roux. Il arrive. Donc absent pour l'instant. Odile Chape. Julien Pélissère. Présente. Marc Dugros. Oui. Sylvie Couder. Pascal Andrada. Présente. Sylvie Haché et Sylvie Collat. Il y a donc pour l'instant 2 absents. Le quorum est atteint. Je déclare la séance valide puisque le quorum est atteint. Je vais maintenant nommer un secrétaire de séance. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite être secrétaire de séance? Madame Collat, je vous remercie. Et nous allons passer au premier point de l'ordre du jour qui est l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Alors vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 12 avril dernier. Avez-vous des observations à faire sur ce procès-verbal? Oui, monsieur Pélissère. À la page 8, proposition d'attribution de subventions aux associations œuvrant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Oui. Ça concerne l'intervention de Madame Manissol pour les contributions volontaires en nature. Il semblerait qu'il ait été dit que la CAF, d'après ce qu'on lit sur le document, donne des avantages en nature, ce qui est impossible. Oui. Non. Alors je n'ai pas compris votre intervention, madame. Madame Manissol. Effectivement, c'est pas ce que j'ai voulu dire. La CAF ne donne pas d'intervention en nature, non. Vous proposez qu'on change cette Oui, modification? qu'on précise que la Oui. CAF, Non, Voilà. ce sont bien la CAF n'intervient qu'au niveau D'aide financière. d'aide financière. Donc nous allons changer effectivement la formulation et peut-être tout simplement mettre un point après par rapport aux contributions de la municipalité. Point. La CAF, quant à elle, garde les mêmes contributions que l'année dernière. Donc ça c'est acté. Merci monsieur Pélissère. Y a-t-il d'autres remarques? Oui monsieur Dugros. Bonsoir à tous. De même que il me semble que je n'ai pas vu mentionner une intervention de M. Dutot qui intervenait en disant, je pense en plaisantant, qu'il n'y avait que l'opposition qui avait des micros, je ne sais pas si vous en souvenez, et qui a dit, Madame Samaran, je parle assez fort, Madame Samaran peut écrire, elle entend ce que je dis. Donc voilà, mais je ne cherche pas à polémiquer, mais c'est pour savoir si véritablement on est retranscrit que ce qui est dit dans le micro, ou si des discussions comme ça qui peuvent avoir lieu hors micro sont retranscrites ou pas sur le document. Et non, elles ne peuvent pas l'être parce que Madame Samaran tape le procès-verbal avec l'enregistrement
qui est en cours et qui se déroule et qu'elle reprend à tête reposée, vous imaginez bien que ce n'est pas possible pour elle de retenir ce qui se dit hors micro. C'est bien pour ça que chaque fois qu'il y a une intervention qu'il faut faire... Moi, j'interviens là, c'est pas noté. Ben, ça ne... Parce que voilà. On est la majorité, on n'a pas de... Je reviens toujours au même problème. Hein. Alors, passez-lui un micro, si vous pouvez lui passer un micro. On a une vraie problématique, effectivement, qu'on est en train de résoudre. Faites-lui passer le micro. Monsieur Dutot. Je me lève et je vais discuter là-bas. Voilà. Si tu veux, c'est pas compliqué. Il faut appuyer sur Monsieur le bouton, Dutot, Philippe, vous voulez dire quelque chose? Non, ça marche là, oui. Non, c'est bon. Du coup, c'est bon. Ça y est, c'est bon. On va pas polémiquer là-dessus, de toute façon. Néanmoins, il sera noté que l'intervention de Monsieur Dutot est de demander à ce que les micros puissent être accessibles de tout point de la table, de manière à ce qu'effectivement tout puisse être enregistré. Merci de votre intervention, Monsieur Dutot. Y a-t-il d'autres remarques? Oui. Madame Collat. Oui. Oui, il vaut mieux pour être enregistré, entendu et retranscrite. Vous savez, pour un mandat précédent, on a d'abord réclamé que l'opposition ait des micros. Et on était souvent marqué inaudible, pour mémoire. Voilà, petite remarque, donc je trouve effectivement que la mairie a de quoi investir dans sa communication. J'espère que l'opposition a des micros. Et nous le ferons. Je vous remercie. D'autres remarques par rapport à ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, je vais vous proposer de l'adopter. Y a-t-il des gens qui s'opposent à ce procès-verbal? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie, il est adopté. Le point numéro 2 de l'ordre du jour, c'est le point qui concerne les décisions du maire que vous avez reçues. Avez-vous des questions par rapport au tableau qui vous a été envoyé? Oui, moi, bien sûr. Madame Laroux. Juste sur la décision, sur la décision 2021-42 relative à la signature d'un devis auprès d'XMGE, devis d'honoraires de relevé topo préalable aux travaux d'aménagement du bassin du ruisseau Foissin pour un montant de 5 190 € hors taxe. Il aurait été opportun que je sois informée de cette signature du devis en qualité d'adjoint en charge des finances. En effet, au budget primitif qui a été adopté le 12 avril dernier, il n'a été inscrit sur cette opération que les études d'aménagement hydraulique, hydrogène et IES. Voilà. Voilà, donc vous êtes maintenant informé puisque vous avez reçu les notes. Et effectivement, il faut aller vite sur ce dossier Foissin, vous le comprenez bien. Et donc, sur ce devis d'honoraires, il s'agit, vous le savez, de pouvoir faire des relevés topographiques afin de pouvoir donner suite et faire une modélisation de ce que peuvent être les inondations en cas d'orage. Voilà. Effectivement, ça n'était pas prévu au budget, mais bien, vous savez, un budget est quelque chose qui vit et d'une année, il y a certainement des opérations qui ne seront pas réalisées au budget et nous aurons l'espace budgétaire, si j'arrive à le dire, pour le faire. Voilà, donc, y a-t-il d'autres remarques par rapport à ces décisions? S'il n'y en a pas, je vous demande de me donner acte de ces transmissions d'informations relatives aux décisions. Alors, nous allons maintenant aborder les points à proprement parler de l'ordre du jour de ce jour. La question numéro 10, je tiens à vous en informer au début de ce conseil, la question numéro 10 a été retirée de l'ordre du jour. En effet, la commission d'appel d'offres qui s'est réunie mardi dernier a souhaité prolonger la durée de validité des offres et pour pouvoir auditionner les candidats qui sont encore en lice. Et donc, le sujet n'étant pas mûr ce jour, il est retiré de l'ordre du jour. Voilà, la question 10 est donc retirée de l'ordre du jour. Et je passe directement à la question numéro 3. Qui est la question, la proposition de remplacement de M. Nicolas Verschuer, qui est conseiller municipal. Et donc, suite à son décès survenu le 13 avril dernier, je vous propose de désigner M. François-Xavier Roux, candidat
c'est le suivant en fait sur la liste électorale. Après le désistement de Madame Véronique Pasquali, à qui nous avons proposé évidemment de participer au conseil municipal. Et donc Madame Véronique Pasquali ayant décliné cette possibilité, nous proposons le remplacement de Nicolas Verschuer par François-Xavier Roux. En qualité de titulaire, il sera présent donc à la commission voirie, membre délégué du Centre communal d'action sociale, membre délégué du syndicat intercommunal à vocation multiple, le CIVOM. En qualité de suppléant à la commission enfance-jeunesse, à la commission sport-santé, à la commission locale du site patrimonial remarquable, à la commission communale des impôts directs, au comité technique et comité hygiène, sécurité et conditions du travail. Et je vous prie donc de bien vouloir en délibérer, en sachant que un certain nombre d'entre vous m'ont fait part de leurs difficultés parfois ou de leur manque de passion pour les commissions dans lesquelles ils participent aujourd'hui. Et donc, vous verrez donc, évidemment, nous proposons de remplacer Nicolas Verschuer et que M. François-Xavier Roux puisse participer aux commissions dans lesquelles Nicolas Verschuer était présent. Mais je vous proposerai, pour la prochaine séance du conseil municipal, simplement que nous puissions revoir l'ensemble de ces commissions, puisque peut-être ces commissions dans lesquelles M. François-Xavier Roux participera ne lui conviennent peut-être pas, de la même manière que Mme Chape, qui est le sujet suivant, pourra souhaiter participer à d'autres commissions, et de la même manière qu'un certain nombre d'entre nous peuvent avoir envie de changer de commission. Étant donné qu'il s'agit d'une seule et même délibération, je vous proposerai de la reprendre pour le prochain conseil municipal. Donc aujourd'hui, je vous propose d'adopter cette délibération et que M. François-Xavier Roux, en qualité de conseiller municipal, siège aux commissions auxquelles siégeait M. Nicolas Verschuer, et de modifier en conséquence le tableau des commissions, mais nous le remodifierons avant le prochain conseil municipal. Voilà. Avez-vous des questions ou des observations? Oui, Monsieur Pellissère. Monsieur le maire. Oui. Vous nous avez dit que Mme Pasquali avait décliné. Oui. Elle a décliné ou elle a démissionné? La question que je vous pose, parce que ça a une incidence juridique. On ne demande pas l'avis à quelqu'un qui est élu de siéger ou pas. C'est automatique. Pour qu'elle ne soit pas conseillère municipale, il faut qu'elle démissionne. Il faut qu'elle vous ait fait un courrier de démission. Si ce n'est pas le cas, elle est toujours conseillère municipale en titre. Non, Mme Pasquali a décliné et nous a envoyé un courrier de démission. Voilà. Elle nous a bien envoyé un courrier de démission de son poste de conseillère municipale. Est-ce que ça... Merci pour la précision. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, monsieur, merci. Oui. Et souhaiter quand même la bienvenue à monsieur Roux. D'autres remarques? Madame Haché. Oui, donnez-lui le micro, s'il vous plaît, qu'elles soient enregistrées. Par rapport aux changements, aux modifications des commissions que vous envisagez, ça voudra dire que de fait, il va y avoir un nouveau vote qui va être établi, comme il a été fait initialement lors de la première séance du conseil municipal. C'est ce que je vais proposer, oui, bien évidemment. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Sylvie. C'est quand même dommage que, quand même, en tant que responsable de la commission voirie et vice-président suivant, que j'apprenne ce soir que François-Xavier vienne avec moi. Je suis très content. J'aurais préféré le savoir avant. Sinon, je me serais abstenu pour au moins être au courant un peu plus tôt que 5 minutes avant la décision. Voilà. J'aimerais bien être au courant un peu plus tôt. Merci. D'autres questions? Bien, alors je vous propose donc de délibérer.
donc d'accueillir M. François-Xavier Roux au sein du conseil municipal et de modifier en conséquence le tableau des commissions. Y a-t-il des gens qui s'y opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie et je souhaite la bienvenue, donc moi aussi, à M. François-Xavier Roux qui rejoint donc le conseil municipal de Lectoure. Bienvenue à vous et vous siégez maintenant en tant que conseiller municipal. La question numéro 4 est une question également qui concerne la proposition de remplacement de Mme Bernadette Cochet, qui, conseillère municipale, m'a informé en date du 14 avril dernier et reçu en mairie le 17 mai courant de sa démission du conseil municipal. Je vous propose de désigner Mme Odile Chape, candidate suivante sur la liste pour la remplacer en qualité de conseillère municipale et pour siéger à sa place. En tant que membre titulaire au Centre communal d'action sociale, à la commission sport-santé et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et en qualité de suppléante à la commission culture et animation. Je vous prie de bien vouloir en délibérer et de modifier en conséquence le tableau des commissions. Y a-t-il des questions, des remarques? Non? Oui, Monsieur Pellistri. Bienvenue, Madame Chape. Alors, je vous propose de voter. Donc, y a-t-il des gens qui s'opposent à l'arrivée de Madame Chape? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie et je souhaite moi aussi la bienvenue à Madame Chape qui siège maintenant en qualité de conseillère municipale. La question suivante est une question qui concerne la proposition de mise à disposition d'un fonctionnaire du CCAS à la commune. Je passe la parole à Madame Manissol pour vous exposer cette question. Donc, la commune souhaiterait que le centre communal d'action sociale de Lectoure mette à sa disposition un fonctionnaire pour assurer des tâches administratives dans le but de renforcer certains services. Les dispositions de l'article 61 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permettent à un fonctionnaire, avec son accord, d'être mis à disposition pour effectuer toute ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent et à temps non complet. Ainsi, il est proposé d'accepter la mise à disposition d'une fonctionnaire titulaire au CCAS de Lectoure auprès de la commune de Lectoure à compter du 7 juin 2021 pour une durée de 6 mois à raison de 20 heures hebdomadaires. De décider que la participation de la collectivité d'accueil sera réglée de la façon suivante: un remboursement de la rémunération proportionnellement aux heures effectives réalisées au titre de la mise à disposition et versement au trimestre. Et enfin, d'autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition. Je tiens à préciser que, donc, comme vous avez pu le voir dans les détails annexes, le service donc, de l'urbanisme faisant l'objet, en fait, un agent apportant des arrêts maladie répétitifs, eh bien, dans le but de soulager ce service, notamment l'agent de l'urbanisme, et après consultation avec cette personne, on a trouvé cette solution. Et bien sûr, il a été évoqué le manque de formation de cet agent. Mais de toute façon, ce qui a été évoqué, c'est qu'en faisant appel à d'autres services pour remplacer du personnel, il est très compliqué aujourd'hui de trouver du personnel formé, et notamment pour les besoins de ces services de l'urbanisme. Donc, en consultation avec ce personnel, nous avons proposé cette mise à disposition. Oui, il s'agit d'une solution bien évidemment transitoire. Et qui pourra être, je dirais, bénéficiaire pour, à la fois pour le CCAS et également pour la commune. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, Madame de Vangelis.
Ah, micro. Donc, conformément à ce que j'ai déjà fait remarquer lors du conseil de majorité, cette solution ne répond pas à l'article L4121.1 du Code du travail, qui est étendu à la fonction publique depuis 2013, vous devez le savoir. Et ce remplacement ne fera que rajouter de la charge mentale à cette personne, parce que pour les 3 raisons suivantes, qui sont génératrices de risques psychosociaux, il y a une source d'insécurité pour les raisons de sa mise à disposition. Vous savez pourquoi c'est cette personne qui a été choisie. Une source d'inquiétude qui sont dues à ces problèmes de santé. Et une source de charge mentale croissante, justement par son manque d'expérience dans le domaine, donc qui va contraindre la personne aujourd'hui à l'urbaniste de passer du temps pour elle. Donc cette solution ne répond pas à l'article L4121.1 du Code du travail que je m'y oppose. Bien, c'est votre liberté, madame, d'exprimer ce que vous avez déjà exprimé, et je vous en remercie. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous le savez bien, je vous l'ai déjà exprimé. Et évidemment, nous sommes là dans le cas d'une situation, comme l'a dit madame Manissol, qui a été largement discutée avec les agents concernés, d'un côté comme de l'autre. Et cette solution, qui n'est pas la solution idéale, j'en conviens, n'apportera qu'une solution transitoire pour soulager mécaniquement l'agent qui s'occupe aujourd'hui du service urbanisme et qui est seul sur ce service. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques, monsieur Pédicère? Vous parlez de soulager un agent dans un service qui est extrêmement technique. L'urbanisme, je ne veux pas dire c'est un enfer juridique, mais quasiment, avec toutes les normes qu'il y a. Moi, je partage en partie ce qu'a dit Madame De Angelis. Si c'est mettre un personnel qui est, entre guillemets, encore, je ne sais pas, fragilisé dans un service qui va lui demander finalement de pallier à un manque sur des compétences qu'elle n'a pas, ça va la mettre davantage en souffrance. Et est-ce qu'il est prévu de la former, cette personne ? Bien sûr, il est prévu de la former à l'urbanisme avec la personne en place aujourd'hui et avec le service urbanisme de la communauté de communes qui est également intervenant dans tous les dossiers qui sont aujourd'hui étudiés par la commune. J'entends ce que vous dites, monsieur Pédicère, j'entends. Mais il y a aujourd'hui dans le service urbanisme un travail évident qui est une recherche, un double travail, si vous voulez. Un premier travail qui est un travail d'envoi de convocation, un travail de courrier, un travail quotidien qui peut être délégué à cette personne. Et c'est ce travail-là qui va être délégué à cette personne. Le travail d'expertise étant aujourd'hui entre les mains de la personne en charge de ce service urbanisme, que vous connaissez tous d'ailleurs. Je ne citerai pas son nom, mais voilà, il ne s'agit pas de refaire une expertise, il s'agit simplement de soulager la personne en place aujourd'hui pour d'une charge de travail assez répétitive, qui est notamment, par exemple, l'envoi des convocations pour les visites pour le PSMV, ou d'autres types de documents qui sont envoyés par le service urbanisme. D'autres... Oui, monsieur Dutot, vous avez le micro. Moi, je voulais... Qu'est-ce que c'est que ça allumé, ça marche. C'est ça. Ah ouais, mais je ne suis pas habitué. Je voulais vous dire que je pense que Madame De Angelis et M. Pédicère, je pense qu'ils ont raison, d'un côté. Donc moi, je serais contre aussi. Bon, je vous remercie. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Non? Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, concernant cette délibération que je reprends, il s'agit de décider d'accepter la mise à disposition d'un fonctionnaire titulaire du CCAS auprès de la commune de Lectoure à compter du 7 juin 2021 pour une durée de 6 mois à raison de 20 heures hebdomadaires. Alors, qui est contre cette proposition ? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 votes contre. Qui est pour cette proposition? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 votes pour. Et alors, il manque 2 personnes qui ne se sont pas exprimées. Qui s'abstient? Madame Lagardère. Et il manque Monsieur de Flaujac. On en est donc à 12 contre, 13 pour et une abstention. La délibération est donc adoptée. Je vous remercie. Question suivante. Modification du tableau des effectifs de personnel communal et la création de 3 postes. Je passe la parole à Madame Manissol. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Ainsi, je vous propose de créer un emploi de directeur des services techniques à 35 heures par semaine. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A ou B de la filière technique dans un grade des cadres d'emploi des ingénieurs A ou des techniciens B. Et j'en profite pour vous préciser qu'une erreur s'est glissée dans le tableau des emplois permanents. À ce propos, avait été précisé dans la catégorie un C, alors qu'il faut y mettre un A ou un B. Voilà. Il vous est également proposé de créer un emploi d'adjoint administratif à 35 heures par semaine pour le service des ressources humaines. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C, de cadre d'emploi des adjoints administratifs. Et il vous est également proposé de créer un emploi d'adjoint technique à 20 heures par semaine pour le service de propreté des espaces publics. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C du cadre d'emploi des techniques. Donc nous allons délibérer dans le but d'approuver les 3 créations de postes mentionnées ci-dessus, modifier le tableau des emplois tel qu'il est annexé à la présente note et décider d'inscrire au budget les crédits correspondants. Je précise qu'il a été discuté plusieurs fois et ça a fait l'objet de maintes discussions au sein de l'équipe de la majorité. Le directeur des services techniques a été décidé. Cette décision, donc, encore une fois sur consultation de la majorité, le fait de choisir un DST a un coût réel et ça a été mesuré maintes fois. Par contre, ce que je tiens à préciser, c'est de réussir à voir le retour sur investissement de cet emploi. C'est-à-dire qu'un directeur des services techniques nous permettra déjà de nous apporter une expertise technique et professionnelle et également d'optimiser sur les agents, l'emploi de nos agents municipaux qui gagneront ainsi en efficacité. Je tiens à préciser que la municipalité de Lectoure bénéficie de la 4e fleur, de beaucoup d'entretiens. C'est un centre-bourg, un chef-lieu de canton qui génère beaucoup de services. Nous avons beaucoup d'associations qui génèrent beaucoup de travail également et d'accompagnement. Nous avons une municipalité riche en patrimoine historique qui également nécessite un entretien intense. Et enfin, il faut le mentionner, Lectoure appartient à une communauté de communes qui n'est pas une communauté de services. Lorsque l'on compare avec d'autres municipalités de la même strate sur notre département, il faut le dire, les autres communautés de communes sont des communautés de services.
au contraire de la nôtre, qui est une communauté de communes d'investissement, d'innovation, et donc qui ne prévoit pas tous les services que nous devons compenser. Voilà. Donc je voulais apporter quelques détails sur cette décision. Le choix, encore une fois, d'un DST dans la municipalité, au sein de notre municipalité, est un choix mesuré pour apporter beaucoup plus d'efficacité. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Merci Madame Manissol. Avez-vous des questions par rapport à cette délibération, Monsieur Pélissère? Oui. 3 remarques. Oui. Lors de votre audit financier au mois de décembre, vous nous avez expliqué, vous avez essayé de nous convaincre que la masse salariale était trop importante. Je remarque que vous allez recruter un personnel, je ne conteste pas son utilité, hein, mais ça va ajouter de la masse salariale. Deuxième remarque, vous aviez promis de faire un audit RH. Il n'a toujours pas été fait. Je pense qu'il serait urgent de le faire pour qu'on ait une vraie méthode et qu'on ait les points forts et les points faibles dans l'organisation de nos salariés. Et enfin, je l'avais déjà dit aussi au mois de juillet, quand vous avez recruté le directeur général des services, il me semble important d'avoir un comité de recrutement. Alors il ne s'agit pas de choisir à votre place, mais au moins que nous ayons un choix de 4-5 personnes sur le... Puis après vous décidez, mais au moins sur les postes stratégiques, que ça ne soit pas le fait du prince. Alors, par rapport à la masse salariale, effectivement, c'est ce qui a été longuement pesé et mesuré lors notamment de la conception du budget. Effectivement, nous sommes conscients de cette masse salariale importante. Et c'est pour ça que j'ai mentionné le fait que Lectoure était un chef-lieu de canton et apportait beaucoup de services donc à la population, à nos administrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes accompagnés d'un cabinet dans la démarche d'une analyse des ressources humaines qui est en cours pour aboutir justement à une GPEC et un RPS afin de pouvoir équilibrer le qualitatif et le quantitatif de l'effectif. Donc effectivement, une analyse est en cours. Je ne parle pas d'audit RH, mais d'une analyse sur nos ressources humaines. Voilà. Merci Madame Manissol. C'est une partie de la réponse que vous attendez, Monsieur Pélissère. Et pour la consultation, vous parlez de consultation. Eh bien, écoutez, j'en prends acte. Une participation pourrait être envisagée. Je pense que nous pourrons en discuter au sein de la majorité. Oui, merci Madame Manissol. Je voulais ajouter que le fait du prince, comme vous dites, il est évident que sur ce type de poste, il y a bien sûr descriptif de poste et il y aura discussion autour de la méthode de recrutement, bien sûr, au sein de la majorité, comme le dit Madame Manissol. Oui, Monsieur Pélissère. Je voudrais simplement, je ressouligne en fait l'incohérence entre ce que vous disiez au mois de décembre et finalement l'embauche aujourd'hui d'un personnel, un cadre A. Non, ça n'est pas incohérent. Ça n'est pas incohérent parce qu'on parle de masse salariale globale sur l'ensemble des effectifs. Et effectivement, cette analyse qui est en cours et dont vous a parlé Madame Manissol permettra de juger de l'opportunité et de la cohérence de cette masse salariale par rapport à l'ensemble des activités et des services qui sont rendus à la collectivité. Lectoure étant, bien sûr, vous le savez, ayant ce rôle de centralité et devant l'exercer pour l'ensemble de la collectivité. J'en profite pour dire d'ailleurs que la ville de Lectoure, souvent classée comme une ville de 3500 habitants, assure en fait aujourd'hui des charges bien plus importantes et que quand il faut comparer Lectoure à d'autres villes, eh bien, on est largement au-dessus des services que donnent les villes de 5000 habitants. Quand vous comptez le nombre de terrains de sport que la ville entretient, quand vous regardez le thermalisme, quand vous regardez tout ce qui est le nombre d'associations dont a parlé Madame Manissol, l'offre scolaire qui est faite à Lectoure, vous apercevez qu'en général, quand vous comparez Lectoure avec d'autres villes, eh bien, vous pouvez la comparer à des villes de bien plus grande envergure. Et c'est ça qui nécessite aujourd'hui l'organisation de nos services
techniques, administratifs et sociaux. D'autres remarques sur ce poste? Je voulais juste rajouter que, effectivement, durant cette analyse des ressources humaines, les emplois aujourd'hui sont maintenus et que la création d'emplois, en tout cas, est très. Enfin, aujourd'hui, elle est à 0 ou en tout cas, nous essayons de maintenir les emplois tels qu'ils le sont aujourd'hui, de façon à permettre justement cette visibilité pour, une fois l'analyse terminée, et donc on va parler de 6 mois, de façon à ensuite, effectivement, comme on l'a mentionné, eh bien d'aviser, soit à restreindre les effectifs ou bien de les maintenir. Mais une fois, la réflexion sera faite une fois l'analyse terminée. Voilà. Oui, Madame Collat. Oui, pardon, Madame Larouche, je ne vous vois pas parce qu'avec le masque, là... Alors, Monsieur le maire, nous attendons maintenant depuis 10 mois. Je n'ai pas ouvert le micro aussi. Si, ça y est. Ah oui. Oui, nous attendons maintenant depuis 10 mois l'audit ressources humaines, qui est une promesse de campagne, sans lequel il m'est impossible aujourd'hui de me prononcer sur la création de ces 3 postes au tableau des emplois. D'une part, nous n'avons pas défini aussi les lignes directrices de gestion de notre politique RH, issue de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui s'impose à nous et qui doit être réalisée en concertation avec l'équipe municipale. C'est-à-dire, nous n'avons pas déterminé la stratégie pluriannuelle en matière de pilotage de ressources humaines. D'autre part, lors de la réunion de majorité du 19 avril dernier, vous avez dit que cet audit, qui devait être réalisé par Madame Manisol, allait être confié au directeur général des services. Or, compte tenu des dernières informations que vous nous avez transmises, vous savez que cela ne va pas être possible. Donc, par conséquent, je ne peux pas valider cette décision. Bien, c'est votre choix, Madame Laroux. Mais vous savez que bon, nous en avons longuement parlé. Et sur le fait que cet audit soit en cours, vous pouvez avoir une certitude que ça n'est pas un audit dont nous avons besoin, mais c'est bien une analyse de nos besoins et qui est en cours avec l'analyse de GPEC et RTPS dont Madame Manisol a parlé. En ce qui concerne les postes que nous vous proposons aujourd'hui, comme l'a dit Madame Manisol, elle a beaucoup insisté sur le poste de directeur des services techniques. C'est une évidence que dans une ville de la taille de Lectoure, il nous faut avoir une expertise technique qui sera présente quelle que soit la décision qui interviendra ensuite, à savoir travailler davantage avec les entreprises ou travailler moins en régie ou travailler plus en régie, quelle que soit la décision prise, le directeur des services techniques est une nécessité dans une ville comme la nôtre. Voilà, les 2 autres postes étant bien évidemment un poste aux ressources humaines, puisqu'aujourd'hui nous avons un effectif qui est de 85 salariés, 85 agents, et pour un effectif de ce type, il n'est pas aberrant d'avoir 2 personnes qui s'occupent des ressources humaines. Par contre, quelle que soit l'évolution de l'effectif, il n'est pas aberrant au-delà de 50 personnes dans les effectifs d'avoir un double effectif au niveau des ressources humaines. Si nous vous parlons des 2 autres postes, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en poste et de manière contractuelle sur ces 2 autres postes des employés qui sont là, qui travaillent correctement, qui font l'affaire, je dirais, sur leur poste, et qu'aujourd'hui, ces personnes, si nous ne leur proposons pas de rester, vont partir, bien évidemment. Et vous connaissez la difficulté de recruter sur ce type de poste. Un mot enfin sur le 3e poste, qui est un poste qui concerne le nettoyage de la voirie. Et sur ce type de poste, et surtout les postes voirie, comme vous le disait tout à l'heure Madame Manisol, nous avons eu une réflexion systématiquement, puisqu'il y a eu plusieurs départs au niveau des services techniques, et chaque fois qu'il y a un départ, nous essayons de jouer la polyvalence entre les services techniques et de ne pas, si possible, remplacer systématiquement chaque fois qu'il y a un départ. Donc nous sommes dans cette analyse, mais nous avançons en marchant, si je puis dire. Nous avançons dans cette analyse au fur et à mesure que la situation évolue.
Et donc là, eh bien, de la même manière, nous avons une personne qui, si nous ne la recrutons pas, va partir. Et en plus, au niveau justement de cette observation du nettoyage du service voirie, nous sommes clairement très tendus sur ce service. Voilà. Voilà pourquoi nous vous proposons la création de ces 3 postes. Je crois qu'il est intéressant aussi pour les agents de voir que nous nous intéressons à eux et nous essayons de construire avec eux l'avenir de cette commune. Voilà. Ce que je voulais vous dire avant de passer au vote, y a-t-il d'autres observations, d'autres remarques? Madame de l'Angélis. Vous êtes accompagné par quelqu'un pour une analyse qui va aboutir sur une GPEC. Donc, je précise pas, une GPEC, c'est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur un RPS. L'analyse aboutit sur un RPS où vous allez commanditer une mission RPS au sein de la mairie. Parce que l'analyse, je ne sais pas comment elle va aboutir sur un RPS. Alors RPS, c'est l'évaluation des risques psychosociaux. Voilà. Vous avez commandité une mission RPS pour la mairie? Oui, on parle d'une QVT et d'une RPS, oui. Donc, c'est-à-dire la qualité de vie au travail sera prise en compte dans cette analyse et les risques psychosociaux également. Ça a été... vous allez commanditer une mission RPS et ensuite mettre en place une QVT. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Très bien. Bien, Monsieur Pélissère. Est-ce qu'on pourrait avoir le nom des agents, s'il vous plaît? Parce que j'ai trouvé dans le tableau Amélie Topiac. Je suppose que c'est évidemment pour le poste d'adjoint administratif, mais pour le poste d'adjoint technique, puisque vous me dites que c'est déjà un agent qui est à la mairie de Lectoure. Oui, il est en gras, en date du 31 mai, dans le tableau des emplois. Est-ce qu'il faut le donner ou pas d'ailleurs? On doit le donner. Oui, même Cola. Cherche-le, oui. On ne doit pas donner le nom. On n'est pas là pour savoir qui on embauche, si la tête nous convient ou pas. On est sur des postes. D'accord? Bien sûr. Donc il y a des limites. Ouais. Oui, c'est exact. Bien sûr. C'est gonflé. Vous avez mentionné un nom, Monsieur Pélissère, mais vous avez eu l'information et vous l'avez dans le tableau qui vous a été donné en page. Le tableau n'est pas paginé, mais vous l'avez dans le tableau. Je l'ai sous les yeux. Donc en fait, vous nous donnez les tableaux avec des noms, et on n'a pas le droit de citer les noms. Ben non. Voilà, c'est ça. Voilà, vous apprenez quelque chose, voyez. Non, mais donc là, tout le monde le voit, mais on ne peut pas les donner. Écoutez, vous êtes tenu à une certaine confidentialité. C'est votre rôle de conseiller municipal d'être tenu à une certaine confidentialité. Il n'y a aucune confidentialité. Attendez, c'est au vu de tous. Derrière vous, monsieur Valentin. Oui, alors c'est comme ça. Effectivement, je me retourne jamais. Non, mais de toute façon, c'est comme ça. Hein, Bien. D'autres remarques par rapport à ces postes? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Par rapport à la création de ces 3 postes, donc qui s'oppose à la création de ces 3 postes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votes contre. Qui s'abstient? Une abstention. Et donc, qui vote pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. C'est donc décidé de créer ces 3 postes au tableau des emplois par 13 voix pour, 11 voix contre et une abstention. Je vous remercie. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui. On a 26. Ouais. Le compte n'est pas bon. 13, 24, 25. On est qu'à 25. Ah. Bon, on va revoter alors. Alors, qui est contre, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Est-ce que là, le compte est bon? Bien. Je vous remercie. La question suivante est une question
concernant l'accueil de loisirs sans hébergement et les tarifs pour cet été. Madame Manisol. L'accueil de loisirs sans hébergement, la LSH, proposera cet été 2 séjours aux enfants de 5 à 15 ans. Alors, j'ai rencontré j'apporte un changement à cette délibération puisque nos co-responsables, nos co-directeurs de l'ALSH m'ont annoncé aujourd'hui que le séjour, un des 2 séjours, ne serait pas, devait en tout cas être changé, modifié, dû à l'hébergement. Il y a des problèmes d'hébergement. Donc, je propose de délibérer pour un des séjours, qui est le séjour au château de Bergues du 19 au 21 juillet pour les 5 et 8 ans, donc les petits. Donc nous allons délibérer par rapport aux tarifs qui seront appliqués à ces séjours et qui seront modulés en fonction des quotients familiaux des familles. Cette délibération s'applique chaque année par rapport à des séjours qui sont organisés donc en dehors des activités que l'on appelle accessoires au centre de loisirs. Le séjour pour le Futuroscope, encore une fois, ça m'a été annoncé ce matin par nos co-responsables. Donc, ils ont dû changer et ils doivent opérer au plan B puisqu'ils ont un problème d'hébergement pour le Futuroscope. Et ainsi, aujourd'hui, ils nous proposent donc 2 autres solutions, 2 lieux de retranchement qui seraient la ferme aux étoiles ou bien le lac des Trois-Vallées. Voilà, et donc ils doivent, pour rebondir, ils doivent rencontrer donc, ces 2 structures. Alors ils leur ont parlé de ce séjour possible, mais évidemment ils doivent discuter des modalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce séjour, dans tous les cas, passera encore une fois en activité accessoire, car donc ce séjour sera à moins d'1 heure du centre de loisirs et par rapport à la tarification, le budget des vacances de Pâques n'ayant pas été utilisé pour cause de Covid, eh bien, donc ce budget de Pâques sera utilisé pour le 2e séjour donc, qui aurait lieu à la ferme aux étoiles ou bien au lac des Trois-Vallées. Par conséquent, nous n'aurons pas besoin de redélibérer pour ce 2e séjour des enfants de 11 à 15 ans. Voilà. Donc vous avez la grille qui s'affiche derrière moi pour le séjour du château de Bergues qui se trouve dans le Tarn-et-Garonne. Et je vous propose d'approuver les tarifs des séjours organisés dans le cadre de la LSH cet été et de modifier en conséquence la grille des tarifs 2021. Est-ce que vous avez des questions? Merci Madame Manisol. Avez-vous des questions par rapport à ces tarifs? Non. Alors je vous propose de voter donc cette délibération en rayant donc la colonne de droite, c'est-à-dire que le séjour du Futuroscope de Poitiers du 9 au 12 août, nous n'en parlons plus, et nous délibérons sur l'approbation des tarifs de séjour organisés au château de Bergues du 19 au 21 juillet, tels qu'ils figurent actuellement sous vos yeux. Y a-t-il des gens qui s'opposent à cette tarification? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Les tarifs sont adoptés à l'unanimité. Question suivante, c'est la question numéro 8. Madame Manisol, pour un appel à projet pour un socle numérique pour l'école élémentaire. Dans le cadre du plan de relance, continuité pédagogique, l'État a lancé un appel à projet centré sur le 1er degré qui vise à assurer un égal accès aux services publics de l'éducation. Dans ce but, l'État investit 105 millions d'euros à compter de 2021 pour soutenir la généralisation du numérique éducatif. La commune sollicite l'attribution de subventions pour l'acquisition de 12 ordinateurs portables et de ressources numériques pour un montant total de 11 276,59 € TTC, destinés aux 6 classes du groupe scolaire Robert Castin. Et donc je vous prie de bien vouloir délibérer et d'approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération comme suite. État pour l'achat des ordinateurs,
70% du TTC, donc de 6 983 €. L'État pour l'achat des services et ressources numériques à 50% du TTC, 650 €. Le conseil régional, donc, pour 20% de hors taxe, donc à hauteur de 1 879,43 €. Et pour la commune, 1 764,16 €. Et de solliciter auprès de Monsieur le Préfet des autres cofinanceurs l'attribution de subventions correspondantes. Merci Madame Manisol. Des remarques, des questions sur ce sujet? Je vous remercie. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des gens qui s'opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Gallois pour la proposition de mise à disposition de la piscine municipale aux maîtres nageurs sauveteurs pour les cours de natation et d'aquagym. Proposition de mise à disposition de la piscine municipale aux maîtres nageurs, aux maîtres nageurs sauveteurs pour les cours de natation et d'aquagym, approbation de la convention de mise à disposition, fixation du tarif de la mise à disposition. La ville de Lectoure accepte de mettre la piscine municipale à disposition des maîtres nageurs sauveteurs afin de leur permettre de proposer aux usagers des leçons de natation et des cours d'aquagym, en dehors de leurs heures de surveillance à titre privé, afin de fixer les droits et obligations de chacune des parties pour l'utilisation de la piscine et de ses équipements. Il convient d'établir une convention de mise à disposition entre la commune de Lectoure et les maîtres nageurs sauveteurs. Il convient également de fixer les tarifs de cette mise à disposition. Ainsi, je vous propose d'approuver le principe de la mise à disposition de la piscine municipale et de ses équipements au profit des maîtres nageurs sauveteurs, afin de leur permettre de proposer des leçons de natation et des cours d'aquagym en dehors des heures de surveillance. De fixer le tarif de cette mise à disposition à 50 € par mois pour chaque maître nageur pour la saison 2021 qui sera appliquée au prorata date et mise à disposition. D'autoriser le maire à signer la convention fixant la modalité de cette mise à disposition avec chaque maître nageur sauveteur qui en fera la demande. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Monsieur Gallois. Y a-t-il des demandes d'explication, des remarques, des questions? Non, aucune. Je vous propose donc d'en délibérer. Et y a-t-il des gens qui s'opposent à cette délibération? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Elle est donc approuvée. La question 10 étant annulée, comme je vous l'ai annoncé en début de séance, nous passons à la question 11. Qui est le projet de création de l'Office municipal sportif lectourois et l'élection des membres du conseil municipal. Je passe la parole à Monsieur Gallois. Afin de regrouper tous les acteurs du sport de la ville de Lectoure, la commune propose de créer l'Office municipal sportif lectourois. L'OMSL sera une association déclarée et régie selon les dispositions de la loi de 1901. La gestion sera assurée par un conseil d'administration dont les membres seront déterminés comme suit. Collège 1, 6 membres du conseil municipal dans le respect du principe de la représentation proportionnelle. Collège 2, membres de 20 associations sportives, compétitions et loisirs. Collège 3, membres des établissements scolaires primaires et collèges. Cette association aura pour but 1. de favoriser l'animation sportive, 2. assurer les relations entre les associations et la mairie, mettre en place des commissions telles que les commissions de communication, manifestation, statut et protocole, équipement sport, développement durable. 3. Soumettre la proposition en vue de développement et de l'organisation de l'éducation physique, des sports et des projets d'équipement. 4. Conseiller les associations sportives, socioculturelles, en matière de veille juridique et financière, d'étudier les demandes de subvention. 5. Des jumelages avec des clubs extérieurs éventuels, ville de Saint-Louis. Je vous prie de bien vouloir en délibérer et de proposer à la signature des membres du conseil municipal qui siégeront à l'OMSL.
André Gallois, Christiane Pelitali, Emmanuel Lucas, Loïc Desangles, Pascal Ampada, Sylvie Collat. Bien, merci Monsieur Gallois. Évidemment, cette proposition a été débattue en commission. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui, Monsieur Dugroux. Oui, je voulais savoir si, quelles étaient les prochaines étapes au niveau de la mise en place de l'OMSL. Est-ce qu'il y a une assemblée générale constitutive, une date en tout cas qui a été fixée? Voilà. Monsieur Gallois. Oui, et bien on va démarrer par le conseil d'administration, Monsieur Ducrot. Oui, je demandais est-ce qu'il y a une date? Et la date, très rapidement. Non, elle n'est pas fixée. Non, elle n'est pas fixée, mais elle interviendra très rapidement. Il faut évidemment contacter les associations. Aujourd'hui, la date n'est pas encore fixée, non, mais on a dans l'esprit de le faire avant la fin juin, quoi. Tout à fait. Une question, De toute manière, il y a l'apport au sport à préparer, et donc le conseil d'administration va travailler là-dessus. Une question annexe, en lien plus ou moins, est-ce que la ville de Lectoure a candidaté pour le label territoire de jeux pour les Jeux Olympiques? Pas encore, Monsieur Dugroux. Ça fait partie des choses qui pourront être discutées au sein de l'OMS, justement, sur la manière de candidater, puisqu'il y avait une première candidature, et là, je remercie M. Pélissère de nous avoir informés de cette possibilité, effectivement, et lorsque, enfin, si vous voulez, il y a en quelque sorte, il y avait deux échéances. Il y avait une échéance qui était très rapide pour cette année, et là, nous avons la possibilité de candidater encore pendant quelques mois. Donc je pense que ce sera effectivement un des sujets dont il faut débattre au sein de l'OMSL, tout simplement sur l'orientation à donner à cette candidature, sur son opportunité, voilà, et la municipalité est preneuse, je pense, d'un avis sur cette possibilité-là. Pour terminer, mais j'espère que l'OMSL ne réglera pas, ou en tout cas ne mettra pas complètement en œuvre une politique sportive. C'est aussi quand même du ressort de la municipalité, de la transport, de mettre en place une politique liée au territoire de la commune, avec des activités qui ne seront pas toutes proposées par l'OMSL, mais aussi motivées par les projets de la commune et de l'adjoint sport. Bien évidemment, l'OMSL est un partenaire de la commune et rend des avis, jamais des décisions, quoi. Y a-t-il d'autres remarques sur ce sujet? Aucune. Je vous propose donc de voter cette délibération. Y a-t-il des gens qui s'y opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Elle est donc votée à l'unanimité. Et je renvoie la parole à nouveau à M. Gallois pour nous parler cette fois-ci du Centre communal d'action sociale. Excusez, je ne mets pas le masque parce que j'ai une bronchite et j'ai du mal à parler. Alors, le CCAS sollicite la possibilité de bénéficier en 2021 d'une subvention d'équilibre d'un montant de 65 000 €. Je vous rappelle que par ailleurs, la préfecture du Gers attribue chaque année à la commune pour le fonctionnement de la maison des services au public deux subventions. L'une au titre du Fonds national d'aménagement et du développement du territoire d'un montant de 15 000 € et l'autre au titre du Fonds interopérateur d'un montant de 15 000 €. Les charges de fonctionnement de la MSAP étant entièrement supportées par le CCAS, je vous propose de lui reverser l'intégralité de ces sommes. Je vous prie de bien vouloir en délibérer et d'attribuer au CCAS les subventions d'équilibre de montant de 65 000 € au titre de 2021. Lui réserver les subventions FNADT et FIO sous réserve de disponibilité des crédits de montant global estimé à 30 000 € qui sont alloués à la commune au titre du fonctionnement de la MSAP. Merci M. Gallois. Il s'agit des montants qui sont budgétés, bien évidemment. Vous l'avez compris, nous en avons discuté lors du budget primitif. Y a-t-il des remarques, des questions? Pas d'observations? Je vous propose de voter cette délibération. Y a-t-il des gens qui s'y opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. La délibération est votée à l'unanimité. Je passe la parole maintenant à Madame Lagardère pour nous parler des redevances d'occupation du domaine public et notamment de propositions d'exonération des redevances. Madame Lagardère. Alors, redevances d'occupation du domaine public, proposition d'exonération des redevances terrasses, des bars et restaurants.
par décret numéro 2020-13-10 du 29 octobre 2020 et plus précisément dans son article 40, l'État décidait de la fermeture des bars et restaurants. Depuis cette période, ces acteurs économiques n'ont pas été en mesure de poursuivre leurs activités et n'ont pu tirer aucun des avantages usuels de l'occupation domaniale, terrasse permanente. Compte tenu des pertes commerciales subies et de la perte d'activité liée à la fermeture de leur établissement, Monsieur le maire vous propose à titre exceptionnel d'exonérer les exploitants de terrasses de café et de restaurants de la redevance d'occupation du domaine public de la période du 1er janvier au 30 juin 2021. D'autre part, au regard des conditions sanitaires qu'ils devront respecter à la réouverture du 19 mai et ce jusqu'au 30 juin, je vous propose de mettre en place un dispositif d'extension des terrasses de la rue nationale à titre gratuit dans la limite d'une place de stationnement jouxtant la terrasse actuelle. Monsieur le maire vous prie de bien vouloir en délibérer et d'accorder une exonération de la redevance d'occupation du domaine public aux bars et restaurants pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 inclus, d'autoriser à titre gratuit l'extension des terrasses de la rue nationale pour les commerces de bouche dans la limite d'une place de stationnement jouxtant la terrasse actuelle. Merci Madame Lagardère. Y a-t-il des questions, des observations? Non? Écoutez, je vous propose de voter cette délibération. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Des gens qui votent contre? Je vous remercie. Nous procéderons donc à ces exonérations. Et je laisse la parole à Madame Lagardère pour nous parler de la question suivante sur le syndicat mixte des Trois-Vallées et un avis à rendre sur l'adhésion de communes à la carte fourrière animale. Syndicat mixte des Trois-Vallées, avis sur l'adhésion des communes à la carte fourrière animale. Lors de ces séances des 16 décembre 2020 et 15 avril 2021, le comité du syndicat mixte des Trois-Vallées a décidé à l'unanimité des membres présents de donner un avis favorable aux demandes d'adhésion formulées par les communes de Castelnau-d'Arbieux, Gavarette-sur-Aulouste, La Lanne, La Sauvetat et la commune de Touget. En effet, ces communes souhaitent confier au syndicat leurs compétences dans le domaine de la création et la gestion d'une fourrière animale. Monsieur le maire vous précise qu'en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, les décisions prises par le comité du SM3V doivent être soumises à l'avis de tous les organes délibérants des membres du syndicat, communes et communautés d'agglomération et de communes. Monsieur le maire vous prie donc de bien vouloir en délibérer et d'émettre un avis favorable à l'adhésion des communes de Castelnau-d'Arbieux, Gavarette-sur-Aulouste, La Lanne, La Sauvetat et Touget au syndicat mixte des Trois-Vallées et exclusivement à la carte de compétences optionnelle de création et de gestion d'une fourrière et refuge pour chiens et chats. Bien, merci Madame Lagardère. Il s'agit effectivement d'un syndicat à la carte, si je puis dire, ce syndicat SM3V. Et donc certaines communes peuvent adhérer pour des services et d'autres non. Et lorsque ces communes demandent à adhérer, eh bien, il faut consulter toutes les autres communes du syndicat, c'est la règle. On est donc dans un processus très administratif de ratification finalement d'une décision qui revient au syndicat. Voilà. Donc y a-t-il des observations par rapport à cette délibération? Donc je vous propose de la voter. Y a-t-il des gens qui votent contre? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie pour les communes concernées et nous transmettrons l'information au SM3V. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Vandenboom pour la question numéro 15, qui est là également une proposition de réduction du montant des loyers pour le village des Brocs. En raison de la crise sanitaire due à la Covid-19 et à l'obligation de fermeture des commerces, Monsieur le maire vous propose de réduire le montant des loyers mensuels de 3 000 € du village des Brocs à 200 € pour les mois d'avril et de mai. Après calcul réalisé par les services et au prorata temporis des jours de fermeture du 5 avril au 19 mai dernier, le loyer du mois d'avril serait ramené à 600 € et celui du mois de mai à 1 458 €. Monsieur le maire vous prie de bien vouloir en délibérer et donc de réduire le montant du loyer du village des Brocs pour le mois d'avril à 600 € et celui du mois de mai à 1 458 €. Un mot d'explication, il s'agit ici de reproduire les mêmes décisions qui ont été faites lors du premier confinement au mois de mars 2020,
qui avait été de réduire les montants de loyer sur les montants mensuels complets à 200 €, et également sur les mois de novembre du deuxième confinement, on avait pris également la même décision ici lors de cette mandature. Je vous propose également ici donc de reproduire une troisième fois pour ce troisième confinement les mêmes décisions prises en cohérence des deux premières. Merci, M. Van den Boom. Madame Collat. Je suis toujours un peu gênée sur cette association parce qu'en fait, l'association n'a pas arrêté son activité. C'est des gens qui louent à l'association. Et on se trouve quand même toujours dans une situation un peu de concurrence, un peu déloyale entre ceux qui bénéficient davantage quand même de ces locations et donc de ces exonérations, qui se trouvent être justement dans cette association par rapport à d'autres commerçants qui ont la même activité, notamment d'être brocanteurs ou autres, et qui payent pleinement leur loyer dans la rue nationale ou ailleurs. Donc voilà, je voudrais qu'un jour, on fasse un jour une commission au sein de la mairie pour discuter sérieusement de l'avenir de cette association, de ce que l'on veut faire, de comment ça peut se gérer à long terme, puisque dans le loyer, il y a quand même l'eau et l'électricité. Je ne crois pas que l'État se soit engagé à rembourser les frais d'eau et d'électricité de ces personnes qui, normalement, n'ont pas dû en consommer beaucoup du fait de la fermeture. Mais quand bien même, ça ne peut... Voilà, je veux dire qu'il y a une certaine inégalité de traitement entre différents commerçants de même activité, selon qui sont dans l'association, qui n'y sont pas. Donc, de ce fait, je ne voterai pas cette délibération. Alors, l'État a offert la possibilité à tous les propriétaires, privés comme publics, d'abandonner une partie des loyers, toute ou partie des loyers. Certains propriétaires privés ont fait ce choix, et en tant que municipalité, je crois qu'il était bon qu'on montre le bon exemple. Quant aux fluides, les consommations de fluides dont vous évoquez, Mme Collat, effectivement, à partir du moment où c'est fermé, il n'y avait pas de consommation de fluides. Donc, nous restons ici dans la même cohérence que l'ancienne mandature et ce qu'on avait pris comme décision également en l'hiver dernier, de réduire à 200 € les montants de loyer pour justement couvrir simplement les locations de compteurs. Voilà, et ici on a fait ça au prorata temporis puisqu'il y avait une activité quand même un peu plus soutenue ces derniers temps. Donc je crois qu'on est quand même parfaitement cohérent avec l'esprit de l'État qui nous a laissé encore une fois cette liberté et nous d'accompagner une association, les Touroises, qui agit pour le territoire et de l'attractivité de la ville. Oui, merci. Cette réponse vous satisfait-elle, Madame Collat? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Je comprends, mais voilà. J'aimerais qu'un jour on débatte sérieusement sur ce fonctionnement, les nouveaux arrivés dans le château ces jours-ci, etc., etc. Merci. Bon, cette demande sera enregistrée au niveau du conseil, du procès verbal, et donc j'imagine que M. Van den Boom l'a bien entendu également. Pour pouvoir... Je vous propose de voter donc cette proposition d'exonération. Y a-t-il des gens qui s'y opposent? Une opposition. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Elle est donc adoptée. Et nous passons à la question numéro 16. Je donne la parole à Madame Laroux pour nous parler de lotissement du Couloumet Vert et de la proposition de vente du lot numéro 11 à Monsieur Dubrouet-Cédric. Alors, Monsieur Dubrouet-Cédric, domicilié 16, cité Bagatelle à Lectoure, s'est porté acquéreur du lot 11, cadastré section BT 439, d'une superficie de 433 m², 6 au lotissement le Couloumet Vert en vue d'y construire une maison individuelle. Je vous propose de procéder à la vente de cette parcelle au prix de 16 530 € TTC net vendeur, soit 38 € le m², correspondant à l'estimation du service des domaines. Je vous demande de bien vouloir en délibérer et de consentir la vente du lot numéro 11 cadastré section BT 435-6 lotissement le Couloumet Vert à M. Dubrouet-Cédric pour un montant net vendeur de 16 530 € TTC, d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente et notamment l'acte notarié correspondant. Alors juste un petit complément, donc va être vendu à ce jour 6 lots et il reste à la vente donc 12 lots. Voilà. Merci Madame Laroux. Comme ça vous avez les informations complètes.
Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Donc je vous propose de voter cette délibération. Y a-t-il des gens qui s'y opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Et donc nous signerons avec ce monsieur la vente du terrain dont nous venons de parler. La question numéro 17. Je redonne la parole à Madame Laroux pour nous parler du transfert de compétences du plan local d'urbanisme intercommunal. Dans les dispositions de l'article 136 de la loi Allure du 24 mars 2014 indique qu'une communauté de communes qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme le devient automatiquement le premier jour de l'année suivant le renouvellement général des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, soit au 1er janvier 2021, sauf opposition de 25% des communes qui représentent au moins 20% de la population. Je vous précise que la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, dans son article 7, a modifié le deuxième alinéa du 2 de l'article 136 de la loi dite Allure et reporté cette échéance au 1er juillet 2021. Il appartient donc au conseil municipal de se prononcer sur ce transfert avant le 30 juin 2021. Il y a une erreur. Les services techniques de la communauté de communes de la Lomagne gersoise, ils sont intervenus. Messieurs Jean-Christophe Ferrer et Nicolas Darchange sont venus présenter donc les dispositifs de ce PLUI. Vous en avez pris connaissance, donc maintenant je vous propose de bien vouloir passer à la délibération et d'accepter le transfert de cette compétence PLUI à la communauté de communes de la Lomagne gersoise. Alors s'agissant de ce transfert, il s'agit d'un transfert automatique prévu par la loi, sauf comme il est indiqué dans cette délibération, sauf en cas d'opposition évidemment. Et donc nous sommes amenés ou appelés à nous prononcer sur cette éventualité. Y a-t-il des questions, des remarques, des observations? Je sais que le sujet a été largement discuté, présenté, discuté en commission. Monsieur Pélissère. Oui, ça a été un vrai débat avec le directeur général des services de la communauté des communes, qui ne m'a pas convaincu. Voilà, on va voter contre le transfert du PLU à l'intercommunalité. C'est un, je ne veux pas faire le professeur puisque vous allez me le reprocher, monsieur le maire, mais... Je n'ai rien dit encore, monsieur Pélissère. C'est une fonction régalienne du maire depuis 1792, depuis que les communes existent, et c'est une vraie perte de souveraineté. Celui qui contrôle le sol, c'est celui qui contrôle le développement de sa commune. Ça, c'est le premier argument. Au jour d'aujourd'hui, ce qui va se passer, même si c'est le maire qui va garder la signature sur les PLU, c'est un peu, et je prends cette image, c'est un peu la reine d'Angleterre, puisqu'elle signe les décrets, mais en fait, elle ne fait rien dessus. Là, ça va être à peu près la même chose. Ensuite, il faut rappeler que nous avons un PLU qui est récent, qui a coûté au lectorat entre 50 et 70 000 euros. Nous sommes, en termes de plan local d'urbanisme, avec le PC, avec les ZPPAUP, le PCMV, le SPR, nous sommes vraiment, je vais utiliser un mot, nous sommes au top. Donc il n'y a aucun intérêt pour les lectorois et lectoroises de passer sur un PLU intercommunal qui va nécessiter 5 à 6 ans de travail, on va devoir repasser entre guillemets à la caisse puisqu'on va devoir repayer un PLU intercommunal, c'est entre 400 et 600 000 euros. Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui pour les lectorois de transférer, pas ce service, mais en tout cas ce PLU à l'intercommunalité. Alors le sujet a été largement débattu en commission, comme l'a expliqué Madame Laroux. Plusieurs éléments de réponse. Je pense qu'effectivement, là, ce que vous omettez dans votre présentation, c'est la loi française et le SCOT, le schéma de cohérence et d'organisation territoriale, qui est en train d'être débattu, qui sera mis en place fin 2022 et qui s'appliquera donc dès 2023 et qui nous obligera, quelle que soit la nature du PLU, qu'il soit PLU ou PLUI, qui nous obligera à mettre en conformité ce document. Et la loi française, notre document, c'est-à-dire que nous serons obligés de, si je veux dire, repayer pour une mise à jour de notre PLU si nous choisissons de rester en PLU, en plan local d'urbanisme. Je crois que l'intérêt du PLUI,
Comme vous l'avez dit, le pouvoir de police en matière d'urbanisme reste au maire. Et récemment, j'ai signé un permis de construire, alors que les services d'instruction d'urbanisme m'avaient dit « non, vous devez refuser ce permis ». C'est-à-dire que le pouvoir du maire reste entier, ça je voulais vous le dire, dans certaines circonstances évidemment, parce que la loi française encadre très bien l'urbanisme. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est peut-être temps d'envisager également, comme Lectoure joue ce rôle de centralité, d'envisager un projet de territoire qui soit un projet un peu plus global, si je puis dire. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des gens qui tiennent des commerces à Lectoure toute leur vie et qui habitent dans les villes voisines, dans les villages voisins. Chacun d'entre nous, au cours de son existence, peut être amené à déménager plusieurs fois pour aller une fois en centralité, une autre fois dans les villages voisins. Et c'est cet ensemble, cette analyse commune du territoire qui permet aujourd'hui d'envisager de faire face à ces exigences de l'État, dont je parlais tout à l'heure à travers le SCOT, qui sont aujourd'hui d'avoir un objectif de zéro artificialisation des terres agricoles et naturelles à l'échéance 2050. Voilà, on est dans ce processus avec un couperet qui est que aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, les clés du camion, comme disaient certains, c'est l'État qui les a, à travers cette volonté qui est traduite dans la loi de ne plus artificialiser de terres agricoles. Et cette loi, on peut évidemment débattre de la justesse, de l'opportunité, de l'intérêt de cette loi, mais elle est là et elle s'impose à nous. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait que, effectivement, moi j'estime, et je pense qu'on est un certain nombre autour de cette table à estimer les choses de la même manière, qu'il ne s'agit pas d'une perte de souveraineté, comme vous dites, mais qu'il s'agit réellement d'envisager l'avenir et de garder notre souveraineté au sein d'un ensemble territorial un peu plus grand. Mais il vaut mieux que nous discutions de la réduction que l'État va nous imposer en matière de terres urbanisables, en matière de terres qui peuvent être consacrées au développement économique. Il vaut mieux discuter de la manière dont nous organisons les choses dans un groupe de 43 communes que d'aller s'opposer seul à un groupe de 400 communes environ, parce que le SCOT aujourd'hui c'est 400 communes. Voilà, c'est ce que j'appelle le projet de territoire. Je crois qu'il est intéressant aujourd'hui de se lancer dans cette aventure-là et de construire ensemble, de faire valoir notre souveraineté, comme vous dites, au sein d'un ensemble territorial cohérent. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer? Oui, Madame Collat. Oui, Monsieur Ferrer nous a d'ailleurs expliqué qu'il n'y aurait pas d'embauche supplémentaire pour gérer tout ce travail. Ça, je n'en suis pas si sûre. Et ce qui m'embête beaucoup, c'est le millefeuille. On est toujours sur des strates. On s'aperçoit qu'en fait, on va garder quand même notre service d'urbanisme, heureusement, pour nous personnel, mais il y en aura encore un autre, et ainsi de suite. Et pour moi, tout simplement, je remets toujours un petit peu en question la légitimité même de la communauté de communes dans la façon dont sont élues les personnes, puisqu'en fait, ce n'est pas du suffrage universel. La représentation de prorata selon les villages, selon les gros bourgs. Donc, pour moi, la légitimité et transférer encore des compétences à cette structure, je m'y oppose. Voilà. Bien, merci. Monsieur Pélissère. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'on va devoir négocier avec les 43 ou les 42 communes, on verra combien il y en aura, un plus unique. Et ça va être un vrai combat politique. Au jour d'aujourd'hui, on a la main. Voilà, on décide, c'est la ville qui décide. Alors certes, avec des contraintes, avec des normes de l'État, mais là, on va devoir négocier avec nos collègues des autres communes. Donc vous parlez de l'artificialisation des sols, il va y avoir des pourcentages, effectivement. Moi, je pense que c'est plus facile à l'échelle communale de négocier avec l'État, contrairement à ce que vous dites, qu'être à 42 pour négocier avec l'État. Il ne faut pas penser que, parce qu'on va être nombreux, groupés, je prends un terme sportif, qu'on va être plus entendu, plus efficace. Je travaille dans un service de l'État, et je suis bien passé pour savoir qu'on force la main à certaines collectivités pour qu'elles se regroupent, parfois à raison et souvent à tort. Donc je suis extrêmement prudent sur ce PLUI. La loi ALUR, elle est de 2013. On a jeté quelques miettes, je ne devrais pas dire on a jeté, l'État a jeté quelques miettes
aux maires pour les inciter à aller vers ce PLUI. Moi, je pense que c'est une erreur fondamentale et c'est pour ça qu'on votera contre. Bon, dont acte, j'entends votre position. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Eh bien, je vous propose donc de passer au vote qui s'oppose au transfert du PLU, enfin, oui, à la constitution du PLUI. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oppositions. Je vous remercie. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien compté 5 abstentions. J'ai bien compté 5 abstentions, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Hein, d'accord? 5 abstentions, donc 6 oppositions, 5 abstentions. Monsieur Pélissière? Oui, comme je l'ai dit à M. Ferrer, on a voté contre, mais on va travailler pour que, évidemment, Lectoure ne soit pas floué dans ce PLU. Bien évidemment. Merci de le préciser. Je vous remercie et je repasse la parole à Madame Laroux pour la dernière question inscrite à l'ordre du jour, la proposition de renouvellement de la ligne de trésorerie. Alors, je vous propose de renouveler la ligne de trésorerie contractée le 18 juin 2020 auprès du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne pour une durée d'1 an, soit du 18 juin 2021 au 18 juin 2022, d'un montant maximum de 350 000 €. Je vous précise que la ligne de trésorerie permet à l'emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d'effectuer des demandes de versement de fonds sous forme de tirage et de remboursement. Le remboursement du capital ayant fait l'objet de tirages effectués dans les conditions prévues au contrat reconstitue le droit à tirage de l'emprunteur. Les caractéristiques de cette ligne de crédit sont les suivantes: montant 350 000 €, durée 364 jours, taux d'intérêt variable applicable à chaque demande de versement de fonds, Euribor moyenne 3 mois plus marge 0,80%, le tout floré de 0,80%. Le calcul des intérêts est effectué en tenant compte du nombre exact de jours d'encours durant le mois, rapporté à une année de 360 jours. La périodicité de facturation des intérêts est mensuelle. La commission d'engagement est de 0,11% du crédit, soit 400 €. Commission de non-utilisation, 0. Les tirages seront effectués en fonction de l'heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du crédit d'office, au crédit du compte du comptable public, teneur du compte de l'emprunteur. Les remboursements et le paiement des intérêts et commissions dues seront réalisés par débit d'office dans le cadre de la procédure de paiement, sans mandatement préalable, à l'exclusion de tout autre mode de remboursement. Je vous demande donc de bien vouloir en délibérer, autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de la ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et toutes les pièces qui s'y rapportent, et à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à cette ligne de trésorerie dans les conditions qui sont fixées au contrat. Merci Madame Laroux. Y a-t-il des observations ou des questions par rapport à cette délibération très comptable? Pas d'observation. Je vous propose de la mettre au vote. Donc, y a-t-il des gens qui s'y opposent? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Elle est adoptée. Et comme je le disais à l'instant, donc avec cette question, nous terminons les points inscrits à l'ordre du jour. On aborde donc les questions diverses, et donc il y a un certain nombre de questions qui m'ont été posées par M. Pélissière, sur lesquelles je voudrais venir. Avant, je voudrais simplement vous signaler que Mme De Angelis a beaucoup travaillé sur le dossier de candidature Citaslo, et je pense qu'on peut l'en remercier parce qu'elle a établi un dossier très fouillé, très bien établi, et je voulais vous en remercier, Madame De Angelis, parce que, si vous voulez en dire un mot, bien sûr. Oui, j'allais y venir. Merci à vous. Oui, vous n'avez pas été seul à travailler sur ce dossier, heureusement. Christine Mézigos vous a beaucoup aidé, et je remercie également Christine Mézigos et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce dossier, qui va donner lieu à une évaluation. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui,
qui aura lieu vendredi. Le vendredi 4, nous aurons en ville des visiteurs qui viendront faire l'évaluation et donc vérifier ce dossier pour qu'ensuite ce dossier passe en candidature de manière face à un jury. Donc là, il s'agit de l'évaluation française et le dossier sera ensuite évalué par un jury italien, si je ne m'abuse. Vous voulez en dire quelques mots, Madame D'Angelis? L'Assemblée générale du 16 et 17 juin. Est-ce que vous pouvez répéter? Je n'avais pas allumé le micro, excusez-moi. Oui, donc il va être examiné ensuite par l'Assemblée internationale Citaslo qui aura lieu à Orvieto le 16 et le 17 juin. Bien, merci beaucoup. Orvieto, c'est en Italie, oui. Alors, j'ai reçu oui, Madame Collat, sur ce sujet, j'imagine. Oui, on peut faire partie du voyage alors. Non, on va louer un bus peut-être pour y aller, ou un car. Hein? Non, je crois qu'avec le Covid, c'est... Non. Il n'est pas prévu d'organiser ni un car, ni un voyage là-bas. Alors, Monsieur Pélisser, vous m'avez posé 4 questions. La première, c'est une demande de vous informer sur l'avancée des travaux de rénovation concernant les bâtiments municipaux pour lesquels nous avons voté des demandes de subvention. La cabane ludique, la cantine scolaire, le centre de loisirs, les vestiaires des tribunes de football, la halle au grain et le cinéma Le Sénéchal. Alors, il y a un certain nombre de réponses que je peux vous fournir très détaillées. Je vous propose de voir ça en dehors de ce conseil municipal. Ce qui me semble important de vous dire, c'est que les dossiers avancent sur ce sujet, que les demandes de subvention ont été demandées, bien évidemment, à la région et au département. Elles ont été sollicitées pour la réfection du hall du cinéma avec la climatisation, pour lesquelles, vous le savez, nous avons prévu un montant total de 94 397,10 €, qui est prévu au budget 2021. Et l'architecte, donc M. Baudéan, le contrat de mission de maîtrise d'œuvre avait déjà été notifié. Il a été modifié, mais tout ça, ce sera dans les décisions que vous recevrez pour le prochain conseil municipal. Nous avons obtenu pour ce projet un montant de DETR de 14 080 €. Des subventions régionales et départementales ont été sollicitées et nous sommes en attente de réponse. Les marchés de travaux sont en ligne depuis le 28 mai dernier. Les réponses sont attendues avant le 30 juin et la date prévue pour le démarrage des travaux est le 19 juillet, en sachant que le délai d'exécution des travaux sera de 3 mois, avec bien évidemment la possibilité de faire les travaux en gardant le cinéma ouvert. Voilà. Pour ce qui est des autres dossiers dont vous parlez, les contrats de maîtrise d'œuvre ont été en partie notifiés. Donc, pour un certain nombre de dossiers pour lesquels ils ont pu l'être. En ce qui concerne la rénovation énergétique de la maison Saint-Louis, le marché de maîtrise d'œuvre va être lancé parce que nous ne sommes pas obligés de passer par la procédure marché public, mais nous sommes en dessous du seuil, mais nous procéderons à une consultation directe parce que le site est en périmètre protégé. En ce qui concerne la rénovation énergétique de la halle au grain, nous sommes sur la rénovation énergétique de la halle au grain, nous ne sommes pas dans les mêmes délais, vous le savez, que le plan de relance pour la rénovation énergétique de la halle au grain prévoit que les travaux doivent être confirmés aux entreprises pour le 31 décembre 2022. Donc voilà, les dossiers avancent et les contrats de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage sont notifiés. Je pense qu'il vaudrait mieux pouvoir aborder tous ces sujets un par un en commission travaux lors d'une prochaine réunion de la commission travaux. Et pour laquelle monsieur Gobato aura toutes les informations, bien évidemment. Oui, à ce soir, je n'ai aucune information. Je suis comme vous. Oui, voilà. Les choses se déroulent très, comment dire, naturellement avec les services. Vous savez, dans une collectivité, les services travaillent. Voilà. Oui, monsieur Pélisser. Je ne doute pas que les services travaillent. Voilà. Je suis assez surpris que M. Gobato, qui est pourtant l'élu chargé de ça, nous annonce qu'il n'est pas au courant.
Je vous ai donné des dates très récentes, vous voyez, Monsieur Pélissère. Je vous remercie de votre remarque. L'autre question que vous me posez, c'est l'avancée du projet de l'aménagement du jardin dit Tolosa. Là, effectivement, le planning prévisionnel de ce projet art et environnement qui concerne le jardin Tolosa, il est à peu près le suivant. Jusqu'au 2 juin, le travail de relecture, parce que les acteurs intervenants sur ce dossier sont aujourd'hui Monsieur le DGS, Monsieur Gadras, Monsieur la DRAC, le département 32, avec la mission ingénierie des territoires. Donc jusqu'au 2 juin, si vous voulez, le cahier des charges et le règlement de consultation, qui sont aujourd'hui presque aboutis, sont en relecture. Avant le 9 juin, donc, tout sera relu. Et entre le 9 et le 15 juin, ces documents seront communiqués aux élus pour la validation. Je crois que c'est le rôle des élus de s'approprier ces documents, de les discuter, de manière à ce qu'après le 15 juin, il puisse y avoir lancement du marché pour la commande d'une œuvre d'art. Et voilà, et que la procédure puisse se dérouler en sachant que l'idéal, c'est d'avoir les travaux sur la parcelle au budget 2022, puisque nous n'avons pas prévu de budget pour ces travaux. Le seul budget prévu, c'est l'indemnisation des artistes qui ne seraient pas retenus. Voilà, vous le savez, c'est ce qu'on avait voté en budget primitif. Voilà, ce sont des détails très techniques, mais ce projet avance en liaison avec le PETR Porte de Gascogne et avec les services de la DRAC et avec les services de la mairie, bien évidemment. Vous souhaitez réagir? Oui, non, simplement, il me semblait que vous nous aviez dit au mois de septembre dernier qu'il n'y aurait pas d'indemnisation des artistes. Là, je vous venez de me dire qu'il y aurait une... C'est une obligation. C'est une obligation légale, effectivement. Une obligation légale d'indemniser les artistes. Et un budget avait été prévu pour ça, qui n'a pas été dépensé lors de la mandature précédente. Et donc ce budget, nous l'avons reconduit au budget primitif de cette année. Vous avez compté au mois de septembre quand vous avez dit qu'il n'y aurait pas d'indemnisation. Il n'y a pas eu d'indemnisation des artistes précédents, Monsieur Pélissère. Ce sont les suivants qui seront indemnisés. Donc ce sont des artistes différents. Oui, bien sûr, parce qu'il y a une consultation, donc les artistes ne sont pas choisis. Oui, pardon. Bien sûr, puisqu'il y aura consultation, donc les artistes aujourd'hui ne sont pas choisis encore. On est au tout début du processus. Vous avez souhaité inscrire, vous m'avez demandé d'inscrire une question à l'ordre du jour du Conseil municipal, qui était la révision du règlement intérieur, qui concerne le droit d'expression des élus d'opposition. Alors, je n'ai pas mis ce point à l'ordre du jour, la révision du règlement intérieur, tout simplement parce que je vous ai répondu par courrier, que vous avez reçu, et je pense que mon courrier est assez clair, à savoir que il est tout à fait exact, comme vous le dites, que l'article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité d'espace d'expression de l'opposition. Mais, vous l'avez compris, ça n'est qu'à la condition que la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. C'est donc le cas du bulletin, et vous avez un espace d'expression dans le bulletin municipal, mais en l'état, notre site internet, de même que la newsletter et la page Facebook de la commune, ne relaient que des informations d'ordre général pour nos administrés. Et voilà pourquoi je vous ai répondu en ce sens. Vous ayant répondu en ce sens, je n'ai pas mis votre demande à l'ordre du jour de la réunion de ce jour. Voilà. Donc, je vais vous redemander au conseil municipal de mettre à l'ordre du jour le droit d'expression des élus. C'est une demande à titre gracieux que j'ai faite. Je conteste complètement ce que vous venez de dire. Ce ne sont pas que des informations générales. Quand vous communiquez sur des choix d'élus, ce ne sont pas des informations générales. Donc, pas qu'on a gain de cause. Si vous ne répondez pas, on passera au contentieux. Eh bien, écoutez, Monsieur Pélissère, c'est votre lecture et c'est votre rôle que d'être dans la contestation et dans l'opposition. Mais c'est le mien aussi de veiller, lorsque vous me demandez de pouvoir intervenir lors des vœux du maire, enfin, si c'était un jour intervenu à Lectoure, ça se saurait. Et depuis toujours. Donc, je suis désolé, mais
mon expression là-dessus est très claire. Le droit d'expression, vous l'avez dans le bulletin. Vous le prenez largement en conseil municipal. Vous avez parfaitement le droit d'expression. Je ne vais pas donner suite à votre demande. Et je vous redonne la parole, vous voyez, je vous la redonne. Je pourrais vous la couper. Certes, la loi a changé, monsieur le maire, en mars 2020. Donc, c'est un droit fondamental, le droit d'expression des élus d'opposition. Nous ne l'a donné que sur le bulletin municipal. On a le droit, sur d'autres supports de communication, on fera valoir nos droits. Eh bien, j'entends, monsieur Pélissère. La dernière question que vous me posez, c'est le centre départemental de santé. Vous me dites, lors du dernier conseil municipal d'avril, vous nous avez annoncé que vous organiseriez un débat sur le sujet. Pouvez-vous nous informer des démarches que vous avez engagées depuis? Vous parlez là du centre du CDS, du centre départemental de santé, organisé par M. Martin et par le conseil départemental sur l'ensemble du territoire. Il s'agit, pour les gens qui nous écoutent, de mettre à disposition des territoires des médecins salariés, de créer un centre départemental de santé avec des médecins salariés qui pourraient intervenir partout sur les territoires et pour lutter contre la désertification rurale en termes médicaux. J'ai effectivement réuni les professionnels de santé mercredi dernier en mairie. Et les professionnels de santé se sont prononcés favorablement pour que Lectoure candidate et que Lectoure manifeste son désir de candidater auprès du président du conseil départemental. Ça me semble en effet être, en matière d'urgence, quelque chose d'important, que Lectoure candidate. Je vous propose d'en débattre dans les prochaines commissions électorales, de manière à ce que nous puissions candidater dans les prochaines commissions de la santé organisées par M. Gallois, qui auront lieu avant le prochain conseil municipal, de manière à ce que nous puissions candidater. J'ai donc consulté les professionnels de santé, comme je vous l'avais dit. Voilà ce que je voulais vous dire ce jour, quoi. Et les professionnels de santé, au fond d'eux-mêmes, pensent qu'effectivement Lectoure a la chance de bénéficier d'une maison de santé pluridisciplinaire, multisite également, et donc c'est sur cette maison de santé pluridisciplinaire et multisite, autour de cette maison de santé, que doit s'organiser le centre, la venue, si tant est que des médecins puissent être mis à disposition par le département, la venue de médecins salariés, puisqu'il est de bonne logique, si je puis dire, que l'investissement public ayant été fait sur cette zone-là, il n'y ait pas de création de zones concurrentes ailleurs au sein de la ville. Voilà ce que je voulais vous dire ce jour sur ce sujet. Y a-t-il d'autres questions diverses? Alors, Madame Haché, qui a levé la main la plus rapidement. Non. Sur la commission culture qui a eu lieu il y a 15 jours, concernant le feu d'artifice, sur le sujet du feu d'artifice qui a été évoqué, mis en danger, donc je voulais savoir aujourd'hui si ça avait avancé, si vous avez rencontré à nouveau, le dossier a été remis en préfecture, il y a un plaignant dans ce dossier contre le feu d'artifice, nous avons le 13 juillet. Je voulais savoir si vous aviez eu un retour, où est-ce que ça en était? Alors, je vais donner la parole sur ce dossier à M. Thor. Oui, effectivement, nous avons vu M. Buffet. Monsieur le maire a rencontré M. Buffet. Je l'ai vu aujourd'hui encore. Il a envoyé un courrier à M. le maire. Demain, l'artificier que nous avons contacté sera sur site et on va essayer de trouver un point commun pour arriver à... Peut-être ce sera un des derniers feux d'artifice à Lectoure, parce que nous avons aussi le projet de nouvelles activités avec des spectacles de jets d'eau, et de savoir quand même que les feux d'artifice sont à la fois source de pollution, source aussi de mortalité d'oiseaux. C'est quand même des choses à prendre en compte aussi. Et savoir que pendant des années, ces feux d'artifice ont à la fois pollué les espaces tels que les lacs,
des terrains aussi. La retombée de feux d'artifice, malheureusement aujourd'hui, sont des choses à prendre en compte et peuvent aussi rentrer en ligne de compte avec la volonté autour de Citaslo de faire de cette ville de Lectoure quelque chose qui correspondrait à des attentes aussi de citoyens. On va tenter de faire et à la fois un feu d'artifice et une belle fête le soir du 13 juillet. Voilà, oui. En complément, effectivement, la discussion est en cours avec M. Buffet et avec le collectif qui avait, je vous le rappelle, dans les années précédentes, réussi à faire en sorte qu'en 2019, le feu d'artifice soit tiré depuis le stade. Mais tirer le feu d'artifice depuis le stade, ça vous donne une perspective de vue. Depuis le bastion, vous avez une vue plongeante vers un feu d'artifice qui, de plus, est situé beaucoup plus loin et qui nous entraînerait à avoir des fusées beaucoup plus fortes, donc beaucoup plus polluantes, avec en plus un budget que nous n'avons pas cette année pour faire ce feu d'artifice, s'il fallait le tirer depuis le stade. Donc nous sommes en négociation avec M. Buffet et son collectif pour essayer qu'ils acceptent que cette année, le feu d'artifice soit tiré depuis le terrain d'où il a toujours été tiré, sauf en 2019 et en 2020, puisqu'en 2020, avec le Covid, le confinement, le feu d'artifice a été annulé l'an dernier. Voilà. Donc dès que nous avons une solution, nous informerons et nous informerons la CAL, évidemment, et toutes les associations. Madame Colas. Oui, je ne sais pas comment le dire, mais je voulais simplement exprimer que je suis un peu choquée de ce qui se passe ce soir, de l'ambiance, mais aussi très choquée du propos d'une certaine opposition qui a oublié l'histoire, parce que certains étaient dans la majorité avant, ils ne se rappellent pas comment ils ont mené l'opposition, avec quelle violence, et je les invite à relire tous les comptes rendus de conseils municipaux auquel j'ai participé pendant 6 ans. Je crois que nous avons tous une responsabilité vis-à-vis des lecteurs. C'est que la ville fonctionne au mieux, dans la plus de cohérence possible, qu'on sort tous de beaucoup d'épreuves, et qu'il va falloir plutôt se serrer les coudes. Donc après ça, bien sûr, c'est facile ce que j'ai dit, mais l'expérience montre qu'on ne va pas rentrer encore dans des guerres intempestives qui ne produisent rien. D'ailleurs, sur beaucoup de points aujourd'hui, on a vu, en fait, sur des points, moi, qui m'ont paru parfois un peu futiles, alors que sur des grandes lignes, il y a une unanimité majeure qui permettent à la mairie de fonctionner. Il ne faut pas oublier que nous sommes des élus, et nous avons été élus par des gens de tout, que nous devons respecter sur des projets. Donc, effectivement, peut-être qu'il faut. Monsieur le maire, votre projet il soit plus visible, je ne sais pas. Mais ce que je ne voudrais pas non plus, c'est qu'on est à un mois d'une élection et que ce ne soit pas non plus ça qui soit sous-jacent, parce qu'on connaît trop aussi. C'est le défaut de la France, on est toujours en élection, donc on n'a jamais le temps de rien. Il faut toujours penser au coup d'après. Et ça me gêne beaucoup. Alors je suis très contente parce que je ne suis candidate de rien. Comme ça, je peux avoir la liberté d'expression et vous rappeler que je suis d'un groupe d'opposition. Voilà. Donc éviter de faire la stimulation d'opposition. C'est important pour moi. Voilà. J'ai assez travaillé pendant 6 ans. Je vais continuer pour la vie de l'écoute et pour au moins les personnes qui m'ont eu. Dont acte. Merci Mme Colas pour cette intervention. Madame Haché, vous voulez ajouter quelque chose? Je remercie Nicolas de la leçon. Merci. Bon, merci à vous. Monsieur Pélissère, un dernier mot. Oui, j'ai la même remarque. Madame Nicolas, merci de la leçon que vous nous donnez. Moi, j'invite aussi à relire les interventions de Madame Nicolas lors de la dernière mandature. Je n'ai pas trouvé que nous avons été violents. La démocratie, c'est bien des choses. On n'est pas d'accord, on le dit. On ne va pas en pouvoir être violent. On ne pas être d'accord. Et j'espère qu'on continuera aussi à ne pas être d'accord. Je crois qu'il faut aussi balayer devant sa porte. Bien. Sur ces paroles,
Je vous confirme que la prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 28 juin du mois qui commence demain. Et je déclare cette séance terminée. Je vous remercie de votre participation et vous souhaite une bonne soirée.